Bonsoir. Merci d'être organisé pour ce deuxième cours de la saison 2, donc qui est consacré au mouvement de caméra et aux angles de prise de vue. C'est tellement bizarre de dire ça, mais quand même, voilà, on assume le geste pédagogique. Après la première saison, il y a quelques invités qu'on voulait à tout prix faire revenir, dont Sarah Ohana, que vous pouvez applaudir maintenant. C'est donc enseignante dans plusieurs universités, notamment Paris 3 et Paris 8, notamment. Voilà. Et puis il y avait un truc rigolo, qui était une espèce de petit jeu juste personnel, mais c'est que comme Sarah était partie dans son cours précédent de sa passion pour la peinture, donc de l'image fixe, je trouvais ça rigolo de lui confier le cours sur le travelling. Voilà, une private joke. Salut. Sarah, à toi de jouer. Donc on a une heure, pour commenter les travelling que tu auras choisi de nous présenter. Ensuite, on verra Week-end de Godard, et ensuite on reviendra un tout petit peu pour commenter le film. Merci beaucoup. Donc, je remercie Stéphane Coudet pour cette invitation. Je suis ravie de parler de Week-end pour deux raisons. Donc, la première, hélas, vous la connaissez tous, hein, c'est le décès de Jean-Luc Godard qui nous a tous un peu pris de court, même si on s'y attendait. Et le fait que c'est un film qui me plaît beaucoup et passe assez peu. Donc, je ne sais pas si on peut mettre mon PowerPoint dès maintenant. Pardon. On verra ça. Donc, je vais d'abord définir ce qu'est un travelling. Donc, un travelling, comme vous le savez peut-être, est un mouvement de caméra qui va dans toutes les directions. Donc, je vous ai mis une petite définition issue de David Bordwell et Christine Thompson, donc, qui ont écrit L'art du film, une introduction, et qui donc explique que travelling, en anglais, donc tracking ou dolly shot, est un mouvement de caméra dans toutes les directions, donc en avant, en arrière, circulairement, latéralement, et sans quitter le sol. Donc le premier travelling a été réalisé à Venise. C'est Alexandre Promio, qui était un opérateur lumière, qui a été envoyé donc dans différents pays pour réaliser des vues photographiques animées. Et donc, c'est Alexandre Promio qui, le 25 octobre 1896, a pour idée de poser la caméra sur une gondole à Venise pour réaliser ce qui ne s'appelle pas encore donc un travelling. Donc, comme vous le voyez, le travelling nécessite un mouvement qui peut être soit sur un bateau, donc comme la gondole à Venise, soit sur des rails de travelling. On le verra dans différentes photographies de Godard dans plusieurs tournages. Ça peut être aussi sur une chaise roulante, la caméra peut être mise dans une voiture, dans un avion, dans un bus, etc. Donc sachez que si vous êtes venu au bord d'un métro, en regardant par la fenêtre, vous établissez donc un travelling. Donc c'est un mouvement de caméra que l'on connaît bien parce que l'œil est habitué en fait à faire des travellings progressivement. Donc le premier exemple que j'ai choisi, c'est un film d'Abel Gans. Donc j'ai commencé par un film muet qui date de 1927. Donc le Napoléon d'Abel Gans a une existence un peu compliquée depuis des années, c'est-à-dire que à l'époque où il a été reconstitué par Kevin Brownlow, qui est un théoricien et un historien du cinéma anglais, Kevin Brownlow donc s'intéresse à Abel Gans de son vivant, à une époque où la Cinémathèque française, eux ne le font pas du tout, et donc il va reconstituer, si vous voulez, une version de Napoléon qui dure 5h30, qui existe encore, alors que c'est aujourd'hui en fait que la Cinémathèque s'intéresse à Abel Gans. Donc on doit à un Anglais la restauration d'un des plus beaux films du cinéma français, donc c'est toujours paradoxal et ironique, mais c'est comme ça. Donc Abel Gans est connu pour ses expérimentations. Donc c'est quelqu'un qui a voulu faire bouger la caméra très vite sur des tournages. Et donc dans le passage que je vais vous montrer, c'est au moment de l'enfance de Napoléon,
qui est joué par un jeune russe qui s'appelait Vladimir Rudenko, donc c'est assez drôle de faire jouer Napoléon par un russe, mais Abel Gans l'a fait. Jeune russe qui a disparu par la suite pendant la guerre, donc on ne sait pas s'il est vivant, enfin s'il est mort assez vite ou pas. Donc Vladimir Rudenko jouant Napoléon à Brienne, dans une école, est un jeune garçon qui n'est ami avec personne et qui va être martyrisé par ses camarades. Et donc dans le film, il est ami avec un aigle, et cet aigle est libéré par deux ennemis de Napoléon, qui s'appellent Filippo et Pécaduc. Et donc Filippo et Pécaduc libèrent l'aigle, et Napoléon les poursuit et essaye de savoir qui a libéré son aigle. Et c'est à ce moment-là que vous avez un travelling arrière qui permet en fait de montrer majestueusement l'espace qui est libéré dans le dortoir où couchent Napoléon et ses camarades. Oui. Donc je vais vous montrer le premier extrait, si ça fonctionne. Hop. Donc vous avez Filippo et Pécaduc là, qui libèrent l'aigle. Donc dans ce passage de Napoléon, vous avez la caméra qui est montée sur un chariot. Donc à l'époque, on n'utilise pas forcément de rails de travelling, donc ils ont envisagé une sorte de skateboard en fait, sur lequel vous avez l'opérateur qui bouge la caméra. Donc c'était quelque chose de tellement extraordinaire que toute l'équipe s'est mise à rire en découvrant en fait l'opérateur sur ce chariot roulant. Et donc vous avez par le biais du travelling une sorte de libération de l'espace, c'est-à-dire que la profondeur de champ telle qu'on la voit dans le dortoir qui s'ouvre sur un énorme couloir, et elle est traversée par le travelling qui nous permet en fait, grâce au recul de la caméra, d'avoir cette impression d'espace. Vladimir Rudenko, qui joue Napoléon, a l'air minuscule, et pourtant, donc c'est toute l'importance de cette première partie du film, c'est de dire que malgré le fait qu'il soit tout seul, il arrive à se battre avec l'ensemble des personnes qui se situent dans son dortoir, et avec ses professeurs aussi. On voit d'ailleurs qu'en plus du travelling réalisé donc, sur un chariot roulant, vous avez différents types de mouvements de caméra que j'aborde très rapidement, qui permettent de montrer l'énervement du jeune garçon par le biais du tremblement de la caméra. Donc c'est quelque chose qui va être utilisé bien après, dans les années 60, par Samuel Fuller ou par d'autres cinéastes modernes, on va dire, mais Abel Gans est un des premiers donc, à autant explorer en fait, avec les mouvements de caméra, combinant différents types de mouvements, accrochant la caméra même à l'opérateur pour avoir une forme de subjectivité
lorsque notamment Napoléon lève la tête pour demander à chacun de ses camarades si il est le coupable de la libération de l'aigle. Donc, dans ce film Somme, qui dure donc 5h30, vous avez donc toutes les expérimentations possibles, dont le travelling, donc fait à travers un chariot roulant. Donc, on va faire un grand saut dans l'histoire. J'ai choisi donc un film de Chantal Akerman qui date de 1993, qui s'appelle Dest. Donc, Chantal Akerman a réalisé en fait une sorte de film installation. Donc, je l'associe à Godard parce que c'est une cinéaste qui, de son propre aveu, a commencé à faire des films à cause de son amour pour Pierrot le Fou. Donc, elle avait un amour pour le cinéma de Godard qui a mené lui aussi à énormément d'expérimentations. Donc elle a fait des fictions, si on peut appeler ça des fictions, et des documentaires. Et là, je vais vous montrer un film documentaire. Donc à l'origine de chacun des films de Chantal Akerman, il y a un écrit. Donc au tout début, Chantal Akerman devait réaliser un film sur une poétesse donc, qui s'appelle Akhmatova, quelque chose, je ne la connaissais pas. Oui, Anna Akhmatova. Et en fait, elle a dû voyager plusieurs fois en Russie et elle s'est rendue compte qu'elle ne connaissait pas la langue, qu'elle ne connaissait pas l'espace, qu'elle était perdue en fait dans cet espace de la Russie et qu'elle voulait justement expérimenter cette impression de perte d'elle-même dans l'espace. Et donc, le film en question, contrairement à d'autres documentaires qui sont par exemple les films de voyage, qui sont très explicatifs et didactiques, Akerman, elle, voulait reprendre son sentiment de déboussolement face à l'espace. Et donc, dans chacun de ses plans, elle ne donne aucune information, aucune date, aucun élément géographique. Elle n'explique absolument rien sur les visages ou les paysages qu'elle filme. Et c'est à travers une série de travelling, justement, ou de plans fixes, qu'elle va explorer, en fait, la Russie et la Pologne. Donc elle va, par le biais d'une voiture, cette fois, donc elle va filmer à travers la fenêtre d'une voiture, réaliser de très longs travelling qui durent presque 10 minutes à chaque fois, où elle filme des gens qui attendent, par exemple, les transports en commun. Donc, dans Dest, elle va filmer donc, une série de visages qui attendent donc un bus dans le froid. Donc, ce sont des paysages hivernaux. Et ce qui est très beau, et ce qui est rappelé par Corinne Maury, qui a réalisé un très beau livre sur Chantal Akerman, c'est qu'en fait, elle n'individualise pas les visages que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se poser sur un seul visage pour explorer en fait toutes ces expressions. Elle va collectiviser en fait, montrer l'aspect collectif qui est présent en Russie et faire un clin d'œil en fait à l'histoire soviétique. Donc on va voir un long travelling latéral. Donc jusqu'à présent on a vu un travelling arrière et un travelling avant dans Napoléon. Là ça sera un travelling latéral. Où en fait c'est une voiture qui arpente les rues et qui voit donc les différents passants. Encore un peu moins de lumière si possible. Est-ce que c'est possible de retirer la lumière de la scène ?
живет, да? Какая программа, да? Они что ходят самое? Через час, что ли? А? Merci. C'est un peu mauvais. Что снимаем? Так, слабый. Может, улыбаться надо, нет? Доволен, да? Ну, доволен. Да, здесь доволен. 2 часа и нет автобуса. А чего мне молчать? Да. Ты молчи. Я 2 часа стою. А ты молчи. Тебе, наверное, ура, удовольствие его. Я участник войны, инвалид 2-й группы. Целый час не могу ехать. Вот хорошо, очень красиво. А вы не махайте. Что, книжка вам показать? Идти позор, наверное. Снимай быстрее, нахуй, поезжай, ёпта, блядь. А что снимать-то? Надо спрашивать. А мы ответим, чего надо. Voilà.
Donc, elle réalise dans ses films de long, enfin dans ce film particulièrement de long travelling, hypnotique, hein, comme le dit Corinne Maury, parce que déjà, donc comme j'ai expliqué, pas de date, pas de lieu, pas de sous-titres, donc ceux qui comprennent le russe comprennent quelques mots ici et là. Очень красивый, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours très beau, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si les gens parlent tout seuls, s'adressent à elle ou pas. Il y a donc une sorte de flottement, et l'idée c'est de représenter quoi? L'attente. Donc je pense qu'Ackerman pense elle aussi à Godard, puisque vous allez voir que c'est la même idée chez Godard au début de Week-end, de faire un très long travelling sur une route et de montrer donc toutes les possibilités de cette route-là. Donc on le verra tout à l'heure, mais ils s'inversent mutuellement, Ackerman et Godard, puisque Ackerman va montrer le même, c'est-à-dire la même chose, les mêmes passants, qui ne sont pas individualisés, mais ont l'air d'être des copies de copies de copies, puisqu'ils sont tous dans le même froid et dans le même accoutrement, puisqu'ils ont tous des chapkas, ils sont tous très très bien équipés pour le froid. Et ils ont le regard dans le vide. Certains s'adressent à elle, donc vous avez un enfant qui lui sourit par exemple, mais la plupart du temps, l'idée c'est de montrer l'errance dans un espace qu'on connaît mal, qu'on connaît peu, et montrer aussi comment elle-même est en train d'explorer cet espace en n'essayant pas de chercher une signification potentielle. Donc elle reste dans ce long mouvement lancinant qui montre tous ses visages en fait dans une durée assez étendue. Donc le travelling qui intervient juste après dans le film est un travelling dans le métro. Donc on voit les personnes qui attendent encore indéfiniment le métro, qui certains parlent, certains dorment, d'autres s'adressent à elle, la regardent, mais ils sont la plupart du temps stoïques dans leur attente. Donc elle ne cherche pas à dynamiser cette attente, et c'est donc le mouvement de caméra qui va nous aider à nous installer en fait dans cette durée étendue. Alors on va rester en Europe avec un autre exemple, donc celui des Harmoniewerkmeister. Donc c'est un film de Bellatar qui date des années 2000, donc 2003. Donc Bellatar est un cinéaste hongrois qui travaille la plupart du temps donc en pellicule. D'ailleurs, il a arrêté de tourner justement parce que déjà, il considérait que Kodak ne faisait plus de pellicule couleur potable, entre guillemets. Et ensuite, il a réussi à trouver une forme accomplie dans son cinéma, et il n'a pas voulu poursuivre. Maintenant, ce qu'il fait, c'est une école de cinéma où il enseigne donc le cinéma à des jeunes gens. Donc, dans les Harmoniewerkmeister, vous avez, donc c'est un film de 2 heures et quelques, 2 heures et demie, et pareil, vous avez de longs plans séquences, donc comme chez Ackerman, de très longs plans séquences qui vont parfois utiliser le travelling, parfois pas. J'ai choisi donc un moment où Janos Waluska, qui est le personnage principal, sort d'un bar de nuit dans lequel il a vu pareil, des ivrognes avec lesquels il a dansé autour de l'idée d'éclipse, et il va marcher dans la nuit accompagné par un très beau morceau de Vig Mihaly. Et la caméra va reculer, donc faire de nouveau un travelling arrière. Et ce que je trouve très beau dans ce travelling, c'est qu'en fait, vous avez l'ombre qui va contaminer progressivement l'espace, puisque les lumières de la ville sont intermittentes et parfois inexistantes, ce qui fait que malgré le fait qu'il y ait un mouvement donc, de recul, vous avez une impression de surplace, en fait, de la part de Janos. Et c'est cette impression qui est présente dans toutes les scènes de marche, en fait, chez Bellatar, donc autre cinéaste contemplatif. Et donc dans cette scène, vous allez avoir donc Janos qui marche avec une musique vous allez voir très douce, et qui intervient pour souligner la mélancolie en fait de la nuit. Donc je vais vous montrer l'extrait et on en reparle. Alors là, j'ai besoin du noir aussi, parce que c'est noir et blanc, noir sur noir. Vous allez voir, je sais pas si...
dans cette séquence, donc sachez que à chaque fois, donc j'ai choisi au tout début, donc que ce soit chez Ackerman, Bellatar ou chez Gans, vous avez une impression de durée. En fait, la plupart du temps, lorsqu'on utilise un travelling, vous avez donc un déplacement qui va d'un point A à un point B, ce qui fait qu'il faut pouvoir faire durer le plan quelques minutes pour s'apercevoir en fait de la transformation progressive de l'espace. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces trois exemples. Je vais en montrer des plus courts par la suite. Mais donc ici, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez une ombre progressive qui va assaillir en fait le personnage principal de János. Et János va exister uniquement à l'aide d'une sorte d'iris ou de médaillon en haut de l'écran, ce qui fait qu'on a l'impression que ça annule le déplacement. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, dans les films, on va dire fictionnels classiques, lorsqu'on montre un déplacement, il doit avoir un objet, il doit avoir un but. Si un personnage se déplace d'un point A à un point B, c'est pour atteindre tel lieu, pour faire avancer l'histoire. Ce n'est pas du tout le cas chez Bellatar. Chez Bellatar, en fait, on ne fait pas l'ellipse du déplacement, même quand le déplacement ne signifie rien de particulier. C'est-à-dire que le trajet de János du bar à chez lui n'apporte rien pour la fiction en tant que telle, si ce n'est la pure contemplation. La contemplation d'une silhouette dans le noir qui avance progressivement et qui fait une sorte de surplace. Donc non seulement c'est un déplacement qui n'apporte rien à l'histoire en tant que telle, mais c'est un déplacement qui se transforme en du surplace. D'où l'étrangeté de ce travelling arrière comparé à celui qu'on a vu chez Gans, c'est qu'en fait, vous n'avez pas cette impression d'espace qui se déplie indéfiniment. Là, tout d'un coup, l'espace se déplie pour ensuite enfermer en fait la figure et l'associer à une pauvre silhouette ou marionnette qui marche en piétinant en fait et en ne faisant plus une avancée dans l'espace. Donc, ça symbolise aussi une forme de non-volonté en fait de Bellatar d'assigner en fait le personnage à une histoire particulière et de le faire se déplacer pour une raison particulière. Là, c'est purement une poésie de la nuit qui n'a d'autre objet que la pure poésie. Donc, on va voir des extraits un peu plus... Enfin, deux petits extraits très rapides. Alors, je suis désolée, j'ai dépassé le nombre d'extraits que j'avais le droit de passer. Donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle un travelling circulaire. Donc, le travelling circulaire, si je suis la figure qui est dans le travelling circulaire, il faut qu'il fasse le tour de ma silhouette. Donc, les rails du travelling entourent la silhouette en question. Et vous avez donc un mouvement à 360 degrés. Donc là, c'est assez rare en fait d'en voir, mais il y en a dans certains films. Donc ça peut être des duels, ça peut être des retrouvailles amoureuses, etc. Et donc vous avez cette impression de vertige presque qui est associée au travelling circulaire. Donc j'ai choisi un travelling circulaire qui est très court, qui intervient dans Matrix des sœurs Wachowski maintenant. Et qui a été réalisé en 1999. Donc dans Matrix, pour rappeler, même si tout le monde connaît l'histoire de Matrix, on passe d'un espace à un autre, c'est-à-dire de l'espace de la matrice à Sion, et les personnages, donc Néo, c'est Jésus, et accompagné de ses acolytes, Morpheus et compagnie, doivent passer d'un espace A à un espace B, pour le coup, et ce passage d'un espace A à un espace B se fait par l'intermédiaire du téléphone, du motif du téléphone. Donc on sait que le téléphone va être un moyen de passer d'une réalité à une autre, et ainsi le téléphone va être au milieu du travelling circulaire. Dans le film en question, on passe des personnages qui sont à Sion, à Zion, en fait, et qui vont se déplacer dans la matrice. Et donc, vous avez un panoramique circulaire autour d'eux, entrecoupé par un travelling circulaire autour du téléphone. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Donc, on va le voir tout de suite. Non. Voilà. Alors, ça dure vraiment très très peu de temps.
Donc, très simple, hein, l'idée qui est mise en scène, le téléphone étant le médium de transmission d'un espace à un autre. Donc là encore, il est question de déplacement, mais sauf qu'on est dans un futur proche, on va dire, qui nous pend au nez. Et donc dans Matrix, vous avez ce travelling circulaire et vous voyez qu'on a cette idée de vertige qui est associée donc à la figure du travelling circulaire et qui ne donne pas du tout la même impression que dans les travellings que je vous ai montrés jusqu'à présent, puisque là vous avez une impression de vitesse à cause du montage, hein, parce qu'on passe d'un mouvement à un autre, et une impression de vertige donc autour du téléphone. Donc je vais vous montrer tout de suite un autre travelling, alors qui n'est pas circulaire, il est circulaire mais c'est juste un arc de cercle et pas le cercle complet. Donc c'est un film de Michelangelo Antonioni qui date de 1970. Donc Antonioni est un cinéaste italien qui, pour 2 films au moins, va voyager en dehors de l'Italie. Donc pour Blow Up, il va à Londres pour filmer les 60s londoniennes. Et dans les années 70, il va aux États-Unis pour filmer les mouvements de protestation des étudiants donc américains. Et il va filmer des gens qui ne sont pas acteurs la plupart du temps. Il va aussi filmer Angela Davis, des militants réels en fait. Et dans le film, donc, les 2 héros, donc Daria et un individu qui n'a pas de nom, que je vais appeler Marc parce que l'acteur s'appelle Marc Fréchette. Donc Daria et Marc vont se retrouver dans un lieu désertique qui s'appelle Zabriskie Point. Et la force du film, donc sachez que Antonioni a fait de la peinture, il a peint des montagnes avant de les filmer aux États-Unis, et donc il veut donner une impression particulière du paysage en réalisant un travelling autour des 2 acteurs en question. Donc les 2 acteurs se séduisent mutuellement, donc lui est accusé à tort, on ne sait pas trop, d'avoir tué un flic. Il s'enfuit en volant un avion et il rencontre cette jeune femme qui est censée aller à Phoenix pour une réunion de travail, mais qui est intéressée par différentes expériences des années 70, donc des expériences de méditation dans l'espace, etc. Donc vous allez voir les 2 héros qui restent assis en face de la montagne, et c'est la caméra qui va faire un arc de cercle derrière eux. Et vous allez voir qu'il y a une impression d'étrangeté, en fait, qui vient du mouvement de caméra, puisqu'on a l'impression, comme le dit Gilles Deleuze à propos des mouvements de caméra, qu'il y a une sorte de tout qui change. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est pris dans un mouvement vertigineux qui fait que, alors même que c'est tourné en décor naturel, les montagnes peuvent nous paraître factices, et on a l'impression d'être pris dans une forme de mouvement très étrange, alors même qu'il réalise juste un travelling en arc de cercle. Donc je vous montre l'extrait et on en reparle. What do you do besides fly airplanes? So yesterday I drove a forklift truck at a warehouse. Done other things. Been to college? Some. Why'd you leave? Grades? Extracurricular activities. Like what? Like stealing hardcover books instead of paperbacks. Making phone calls on the Chancellor's stolen credit card number. Whistling in class. And bringing illegal things onto campus like a dog, bike, and woman. What's wrong with that? We did it in the room. Donc, vous voyez le mouvement dont je parlais, à savoir que tout d'un coup, alors qu'ils sont en train de discuter, qu'il n'y a pas de réel but au fait de montrer, en fait, de faire un travelling à ce moment-là. Je pense qu'il veut une sorte de panorama du paysage, mais le panorama de ce paysage en mouvement fait qu'on a une impression d'aplatissement en fait, des montagnes en question. Et une impression de tout qui change, comme si les 2 figures étaient dans un espace qui était en train de se modifier au fur et à mesure. Donc, si chez Bellatar, on avait l'impression que le personnage faisait du surplace et ne bougeait pas alors qu'il était en mouvement, ici, on a l'impression qu'ils sont en train de voler dans l'espace alors qu'ils sont assis et restent immobiles. Donc, vous voyez à quel point, parfois,
le travelling peut perturber, le mouvement de caméra peut perturber totalement l'espace par la suite. Alors, je vous ai ramené donc une photographie de Jean-Luc Godard poussant Raoul Coutard sur une chaise roulante pendant le tournage d'À bout de souffle. Donc là, vous voyez que le travelling n'est pas réalisé par des rails, mais par une chaise roulante. Donc on a une autre photographie de ça. Donc c'est juste pour vous montrer un peu des photographies de tournage pour que vous voyez la réalité en fait de ce que demande un mouvement de caméra. Et la chaise roulante est une très bonne idée parce que comme ce n'est pas sur des rails, on peut la bouger dans tous les sens en fait. Donc on n'est pas restreint à un seul type de mouvement dans un seul sens. Donc, avant de passer à Godard, je voulais faire part d'une grande polémique qui a eu lieu à propos d'un travelling particulier. Donc c'est un film de Gillo Pontecorvo qui s'appelle Capot, qui a été réalisé en 1960. Donc sachez qu'avant de vous montrer ce film, Luc Moulet, qui est un cinéaste et aussi un théoricien, avait écrit dans le Cahier du cinéma un article sur Samuel Fuller en disant que la morale est une affaire de travelling. Donc il associait en fait la morale de Samuel Fuller la morale du film à un élément esthétique en fait de ce film. Ensuite, Godard, et c'est la force de Godard, a récupéré cette phrase, il l'a inversée, il a dit « le travelling est une affaire de morale ». Il est très fort parce qu'on retient Godard, on ne se souvient pas du tout de Moulet qui est à l'origine de cette phrase. Et donc Godard a dit que le travelling était une affaire de morale en expliquant que c'était pas possible de faire des films sur les camps de concentration. Donc c'était à l'époque une table ronde sur Hiroshima mon amour et sur le procès de Nuremberg. Et Godard a dit que les images de Nuremberg étaient pornographiques et que le travelling étant une affaire de morale, on ne peut pas montrer ce type de film et d'images. Par la suite, Rivette, donc vous voyez qu'il y a Moulet, Godard, Rivette. Donc Rivette a vu le film de Gillo Pontecorvo qui s'appelle donc Capot. Il a écrit un article qui s'appelle De l'abjection. Donc pour nous ça va être très très exotique parce qu'on est dans une époque post-abjection si vous voulez. Parce qu'il a considéré que le travelling qu'on voit dans le film est abject parce qu'il traite d'un personnage qui est en train de mourir sur des fils barbelés et vous avez un travelling avant au moment où elle est en train d'être électrocutée. Et donc, je vais montrer le travelling en question. Donc, il y en a deux. Il y en a un qui suit latéralement Emmanuelle Riva et un autre où elle s'électrocute donc sur les fils de barbelés. Donc, Rivette reprend à la fois la formule de Moulet et la formule de Godard. Il dit « On a beaucoup cité à gauche et à droite, et le plus souvent assez sottement, une phrase de Moulet « La morale est affaire de travelling » ou la version de Godard « Les travellings sont affaire de morale ». On a voulu y voir un comble du formalisme, alors qu'on en pourrait plutôt critiquer l'excès terroriste, pour reprendre la terminologie polienne. Bon, il cite d'autres gens. Hein. Voyez cependant dans Capot le plan où Riva se suicide en se jetant sur les barbelés électrifiés, l'homme qui décide à ce moment, donc Gillo Pontecorvo, de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris. Et il dit plus tard, il est des choses qui ne doivent être abordées que dans la crainte et le tremblement, la mort en est une, sans doute, et comment, au moment de filmer une chose aussi mystérieuse, ne pas se sentir un imposteur. Donc vous voyez que pour Rivette, ce travelling avant est abject, en fait, parce qu'il insiste de façon maniériste sur la mort d'Emmanuelle Riva,
Et bon, nous aujourd'hui, je ne sais pas, hein, je vous demanderai ça peut-être un peu plus tard si vous avez été profondément choqués par ce travelling avant, et je pense que c'était plutôt une querelle à l'intérieur même d'une revue où ils essayaient de se faire mousser pour utiliser le plus souvent l'expression le travelling était affaire de morale. Mais c'est vrai que c'était une époque aussi où on se posait la question de la représentation. Donc on n'a pas résolu ces questions, mais depuis on a eu Le Fils de Saül, on a eu d'autres films qui ont beaucoup insisté sur le fait de remettre en scène en fait des moments de la Seconde Guerre mondiale. Donc on ne sait pas. Enfin, moi, je ne place pas, si vous voulez, la morale sur la question du travelling, mais c'est intéressant de savoir que l'éthique, en fait, d'un cinéaste a été associée à un mouvement de caméra et qu'on a associé le travelling donc à une affaire de morale. Donc, enfin, on va aborder dans les 10 dernières minutes le fameux travelling qui est au début du film de Godard, donc Weekend, qui date de 1967. Donc là, vous voyez Godard avec le travelling, donc les rails du travelling derrière moi. Mais avant tout, je voulais rappeler différentes choses sur l'année 1967. Donc en 1967, Godard sort 4 films, donc il est extrêmement prolifique. Il sort Made in USA, 2 ou 3 choses que je sais d'elle, La Chinoise et Weekend. Et Weekend conclut pour lui une sorte de, un chapitre de son cinéma, puisque c'est quelqu'un qui s'est énormément renouvelé à travers le temps. Donc en 1967, Godard est partout. Le Nouvel Observateur en fait sa figure de proue. On a énormément d'entretiens de Godard à la télévision. Il est partout. Et il sort 4 films. Donc, ce qui fait que pour Weekend, il a obtenu en fait un budget énorme pour Godard, donc 900 000 francs pour l'époque, ce qui est beaucoup pour lui. D'ailleurs, il était angoissé par cet argent parce qu'il disait bon, on m'a donné tout cet argent, mais contre cet argent, je dois rendre un film et je ne sais pas trop quoi faire, etc. Donc, il avait une idée de ce qu'il voulait faire. Il a déposé au CNC un projet. Dans ce projet, il expliquait qu'il voulait mettre en scène 2 individus, donc un homme et une femme, Céline et Roland, qui sont jeunes et riches et qui doivent aller en week-end pour se battre pour l'héritage de leur belle-mère. Donc on a dans cette idée de suivre 2 personnages extrêmement égoïstes. L'idée de Godard, à la base, c'était de montrer que les Parisiens deviennent complètement fous à l'approche du week-end, donc le vendredi soir. Dès le vendredi soir, ils vont tous dans leur voiture pour essayer de partir de Paris et ils pourraient tuer père et mère parce que quelqu'un a grillé une priorité. Donc l'idée, c'était de montrer le dieu plaisir, en fait, et à quel point on était soumis à ce dieu plaisir, aux loisirs divers et à la société de consommation. Donc dans le film, vous allez voir qu'il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de moments un peu très violents d'ailleurs. Le film est assez criard visuellement, puisqu'ils ont utilisé une pellicule Eastman Color qu'ils ont même sensibilisé encore plus pour obtenir des couleurs très très vives, puisque sachez que Godard était très proche, en tout cas de l'esthétique pop art, donc à la fois il vomissait les États-Unis, mais il reprenait des motifs qui leur étaient chers, entre guillemets. Donc on a chez lui, par exemple, les couleurs primaires, donc Weekend intervient dans un intertitre et il va donner l'heure en fait exacte du moment du travelling en fait qu'il va réaliser. Donc sur Weekend, ce qui est intéressant, c'est que donc comme je l'ai expliqué, il a obtenu beaucoup d'argent parce que c'est une coproduction franco-italienne. Étant un provocateur, étant une figure un peu polémique, il ne voulait tourner que quand il était d'humeur à tourner, en fait. Donc le film a duré 3 semaines. La première semaine, il était aux abonnés absents. La deuxième semaine, il ne voulait tourner que le matin. Et il a réussi donc à faire la plupart de ses prouesses lors de cette deuxième et dernière semaine. Donc, son
plus grand adversaire, c'était lui-même. Donc, dans ce film, il essaye justement de rejouer cette question du travelling affaire de morale, en se disant qu'il va faire le travelling le plus long de l'histoire du cinéma. Et c'est une des plus grandes blagues, en fait, qu'il a réalisées, c'est-à-dire qu'il va faire un travelling de plus de 7 minutes, où l'on voit quoi ? On voit un travelling latéral d'un bouchon sur les routes, sur la départementale, je crois que c'était la D, je sais plus, je ne sais plus quelle route. Mais l'idée, c'est de faire exactement l'opposé d'Ackerman, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les mêmes visages les uns après les autres, vous avez différentes voitures, vous avez des gens qui jouent au tennis, vous avez des gens qui pique-niquent sur la route, des lamas, des personnes qui se disputent, d'autres qui jouent à certains jeux, vous avez différents types d'animaux, vous avez une voiture qui est en contresens, vous avez vraiment plein d'absurdités, ce qui fait que chaque mouvement latéral nous permet en fait de découvrir de plus en plus d'absurdités, et l'idée c'est de montrer qu'au final, au bout de tout ce travelling, il y a un accident de voiture et que tout le monde s'en moque. On s'en moque parce que notre objectif, c'est d'aller en week-end, de se reposer, je sais pas, à la campagne, dans une maison secondaire. Et donc, il essaye de montrer le pire de son époque, en fait. Donc, ce qu'il appelle donc le Dieu plaisir. Donc, je vous montre le début du travelling, et on en reparlera par la suite. Je ne vais pas vous le montrer en entier parce qu'il est très long, comme je l'ai expliqué. J'ai baissé parce que vous allez le voir une deuxième fois. Vous allez le voir de toutes les façons pendant le film, donc étant donné qu'il est très long, j'ai préféré le couper. Mais donc dans le film, comme je l'ai expliqué, Godard est une éponge de son époque et il veut aussi dénoncer quelque chose qui arrive très souvent aux informations. C'est-à-dire que souvent, vous avez, quand vous écoutez les nouvelles, 12 000 morts sur la route au cours de l'année 1967. Week-end meurtrier, 130 morts, 800 blessés. Et c'est tout. En fait, vous n'avez pas d'autres commentaires sur les blessés de la route, donc il n'y a aucune empathie, aucune forme d'explication, même de tristesse par rapport à ces nouvelles-là. Et donc Godard veut refaire la même chose, montrer à quel point on est insensibilisé par rapport aux morts sur la route, et montrer le ridicule en fait de ses contemporains. Donc il va tirer sur tout le monde, sur les hippies, sur les différents types de militants de l'époque. Donc on est en 1967, ça annonce 1968,
Et pour son film, il va faire jouer 2 vedettes qu'il n'aime pas, donc Mireille d'Arc et Jean-Yann. Et quand il rencontre Mireille d'Arc pour la première fois, il lui dit, enfin déjà il lui parle pas, ils discutent, ils sont au café ensemble, elle voulait tourner avec lui. Elle raconte dans ses mémoires qu'il était caché derrière ses grosses lunettes, qu'il avait un air dégoûté quand il la regardait. Et à un moment donné, elle lui dit « Bon, très bien, donc pourquoi est-ce que vous voulez faire ce sacrifice de me faire tourner ?» Puisqu'il lui dit « Non, mais très bien, on va tourner ensemble. » Il lui dit « Vous m'êtes très antipathique. Je déteste ce que vous êtes dans la vie et dans les films. Et ça tombe bien, parce que le personnage que je veux mettre en scène dans Week-end est détestable. » Enfin, il n'avait pas encore le titre Week-end. Et donc, vous convenez tout à fait pour le rôle. Et donc vous imaginez la pauvre Mireille d'Arc qui entend ça. Ensuite il lui dit vous avez les cheveux trop blonds, vous êtes trop maquillée, je vous demanderai d'être un peu moins maquillée pour le tournage. Et elle explique qu'il l'a humiliée et blessée de toutes les façons possibles sur le tournage, et que Jean-Yann lui aussi était un peu... par exemple, il y a plein de séquences où ils sont dans la boue, où ils sont à bord d'une voiture qui est sur le point d'exploser. Il les laissait plus longtemps que prévu. Il a même risqué en fait, la vie de certains membres du tournage. Et Mireille d'Arc et Jean-Yann ont cette fierté qu'ils n'ont jamais craqué. En fait. Ils disent c'était notre service militaire, on est resté jusqu'au bout, on restait stoïque face à toutes ces humiliations, et on a réussi en fait à aller contre Godard. Et même Jean-Yann est intervenu, non pas contre le film, mais en disant pour Godard, il fait des films comme on écrit des livres, et donc les acteurs, c'est du bétail en fait. Donc il n'a aucune tendresse pour nous, aucune sympathie, et il nous utilise exactement comme il utiliserait justement des rails de travelling. Donc on est dans une sorte de distance. Donc le film qui a coûté très cher n'a pas du tout rencontré le public parce que c'est un film anarchiste très violent qui montre quoi? L'apocalypse suite aux dérives de notre société de consommation. Et c'est un film qui montre une très grande perversité. Donc vous allez voir que, mais dès le départ, mais c'est humoristique. Hein. Je pense que si vous voulez analyser le film ou si vous voulez voir le film, il faut accepter de rire. Il faut accepter de rire des situations et de rire de toutes les remarques idiotes en fait, que les personnages se lancent l'un à l'autre. Donc dès le début, vous allez voir Jean-Yann qui je pense, cabosse une voiture en sortant de son garage ou je ne sais quoi. Et vous avez un enfant qui arrive et qui essaye de le frapper avec des fléchettes. Et il se court après l'un après l'autre. Il se traite de tous les noms. Il y a des répliques du type « c'est pas parce que tu t'habilles chez Dolores que tu vas me faire chier ». Enfin, c'est très comique en fait, même si il rend compte tout de même de la fin d'une époque. Et donc ce travelling de plusieurs minutes montre notre cupidité, montre le dieu plaisir qui, hélas, maintenant, c'est tellement acclimaté en fait, partout dans le monde que de nos jours, peut-être, on n'a même plus cette distance en fait, par rapport à ce qui se passe. Donc, on va voir le film. J'ai respecté le temps. Et on en reparle après. Donc, bon film, il dure 1h45. C'est une durée assez courte, assez bonne pour ne pas être ennuyé, on va dire. Merci beaucoup, Sarah Ona.